Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 août 2025 et notre ami, le colonel Jacques Baud, est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, colonel Baud. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je suis heureux d'être de retour sur la chaîne. Nous parlions, avant de passer en direct, de la situation à Gaza et de la manière dont les Européens, en particulier les Français, en discutent. Nous avons dit que ce qui se passe et la façon dont ils parlent et présentent la situation à Gaza, c'est du racisme pur. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces personnes qui continuent de soutenir Israël dans ce qu'ils font à Gaza? Eh bien, j'ai mentionné le cas de cette femme, elle est journaliste, et elle a déclaré à la télévision que la valeur d'un bébé palestinien est inférieure à celle d'un bébé israélien, en parlant de Gaza. Et c'est absolument choquant. Surtout quand on voit cela venant de la France, qui a été le premier pays à proclamer la Déclaration des droits de l'homme. C'est choquant. Mais en même temps, on constate que des pays comme l'Allemagne, la France, tous ces pays, et cela concerne aussi les pays d'Europe de l'Est, d'ailleurs, qui étaient très proches des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ont aujourd'hui une politique très favorable à Israël. Ils essayent probablement de compenser. Je ne sais pas. Probably they try to compensate, I don't know, but it's fascinating to see that. Mais il est fascinant de constater qu'en Europe, nous n'avons pas vraiment tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous avons découvert les camps de concentration et tout cela, et qu'il y a eu les tribunaux ou procès de Nuremberg, deux idées en sont ressorties. La première, c'est que les armées doivent respecter la loi. La guerre ne doit pas se dérouler dans un vide intellectuel ou juridique. Il doit y avoir un cadre légal et les armées doivent agir à l'intérieur de ce cadre. Dans les différents livres que j'ai écrits, j'essaie toujours de faire la distinction entre l'usage de la force et l'usage de la violence. En France, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. On utilise toujours le terme usage de la violence. Mais il y a une différence. Je me souviens en avoir parlé. Dans la doctrine américaine, il existe une différence entre l'usage de la force et l'usage de la violence. La violence, c'est quelque chose d'incontrôlé. C'est quand on se bat de manière aléatoire. C'est ce que font les Israéliens. L'usage de la force, c'est lorsque votre force est contrôlée. Et c'est là tout l'objectif d'une armée. La raison d'être d'une armée est d'avoir une structure de commandement et de contrôle. Quand on utilise la force, c'est diriger, c'est contrôler. Cela vise des objectifs précis. Ce n'est pas tout le monde qui tire sur n'importe qui. C'est pourquoi dans les États modernes, nous avons des armées nationales, précisément pour disposer d'une structure de commandement afin d'utiliser la force de la manière la plus efficace et efficiente possible. Nous n'avons pas un système où chacun possède une arme et tire dans tous les sens. Cela serait totalement inefficace. Donc l'utilisation de cela, et d'ailleurs, ce serait de la violence. C'est exactement ce que l'on observe avec des gangs qui tirent partout ou lors d'émeutes. Ça, c'est de la violence. La force, c'est quand on sait exactement ce que l'on fait. C'est commandé. Le problème, c'est que les Allemands avaient tendance à confondre les deux. Il faut aussi comprendre qu'en allemand, force et violence se disent par le même mot, Gewalt. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils traduisent use of force depuis l'allemand, car c'est un concept développé par les Allemands, ont tendance à confondre les deux termes, violence et force. En allemand, c'est le même mot. Et cela explique probablement la façon dont les Allemands ont agi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous avons compris que tu as une vision claire dans l'usage de la force.
Et nous devons avoir de la responsabilité et de la reddition de comptes, par exemple. C'est ainsi qu'intervient le droit international humanitaire, ou ce que nous appelions autrefois le droit de la guerre. Parce que c'est le but, c'est de rendre les gens responsables de leurs actes. Et il n'y a aucune excuse pour ne pas être responsable de quelque chose. On ne peut pas, comme on l'a entendu à de nombreuses reprises lors des procès de Nuremberg, dire « Oh, ce n'était pas moi. C'est mon supérieur qui m'a dit de le faire. Alors je l'ai fait. » C'est quelque chose qui, aujourd'hui, après 1946, est totalement inacceptable. On ne peut pas se cacher derrière un ordre. Et c'est quelque chose qui s'applique à toutes les armées modernes. Chaque soldat a le droit de refuser un ordre qui va à l'encontre du droit international humanitaire. Si vous recevez l'ordre de tirer sur des enfants, par exemple, sur des bébés, des femmes ou des civils non armés, des choses comme ça, vous avez l'obligation de refuser. Ceci relève du droit international. Cela fait partie du droit international. Et dans la plupart des armées, du moins les armées civilisées, il existe dans les règlements l'obligation de refuser un ordre qui va à l'encontre du droit international humanitaire. En Suisse, cela est explicitement mentionné dans le code de conduite des soldats, par exemple. C'est donc la première chose qui est ressortie de la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième chose issue de cette expérience a été le respect des civils. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'existait qu'une législation limitée sur la manière dont les civils devaient être traités en temps de guerre. D'où la Convention de Genève et les protocoles additionnels qui ont été adoptés en 1949, puis dans les années 1970, et ainsi de suite. Mais avant cela, la législation était limitée. Ce n'était pas un vide juridique, mais des kérimitis. Et d'ailleurs, les Allemands se cachaient derrière cela en disant « Eh bien, nous n'avions pas de législation », alors que le bon sens et un sens de l'humanité auraient dû dicter leur comportement. En tout cas, et un sens de l'honneur pour un soldat. Parce que tuer des bébés n'a rien à voir avec ce qui fait la grandeur d'un soldat. Cela vous rend déshonorant. Malheureusement, ce que nous avons maintenant dans les rangs de la Tzahal en Israël est pour moi une honte pour tous les gens en uniforme dans le monde, car cela montre à quel point des soldats peuvent être dépourvus d'honneur. C'est rien. Ces gens-là ne méritent vraiment aucun respect. Mais parce que c'était l'une des deux leçons de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il est intéressant de noter que depuis octobre 2023, il y a bien sûr eu d'énormes critiques contre Israël et les forces de défense israéliennes. Et pour aller, je veux dire, c'était surtout, et je pense que pour la plupart des gens en Europe, ils n'étaient pas contre les Juifs en tant que tels. Ils étaient très opposés à Israël, et même pas contre Israël en soi, mais contre le comportement israélien. Et je pense que lorsque l'on pouvait voir et parler aux gens de ce qui se passait à Gaza, je parle d'octobre 2023 et du début de 2024, c'était vraiment cette idée que le comportement n'était pas correct. Mais ce n'était pas l'idée que les gens rejetaient, je veux dire, les Juifs ou la religion, cela n'avait rien à voir avec ça. Mais il y a une déformation qui a été apportée par les Juifs eux-mêmes, surtout en France, où la France a apparemment la plus grande communauté juive d'Europe. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est vrai, ainsi que la plus grande communauté musulmane d'ailleurs. Cela signifie qu'en France, les tensions sont très fortes, notamment parce que la compassion pour les Palestiniens est très forte en France, puisque vous avez beaucoup de musulmans, beaucoup d'Algériens, et l'Algérie, vous savez, est un pays qui soutient très activement les Palestiniens. Et donc il y a forcément des tensions.
Mais le gouvernement français et la communauté juive, parce qu'ils se sont sentis évidemment attaqués par des critiques très virulentes, au lieu d'essayer d'expliquer et de rationaliser le débat, sont revenus aux vieilles recettes. Dès que vous faites quelque chose à quelqu'un qui est juif, c'est automatiquement qualifié d'antisémitisme. Je veux dire, vous renversez quelqu'un avec votre voiture, vous blessez un type dans la rue, il se trouve qu'il est juif. S'il dit que vous avez fait cela par antisémitisme, alors c'est tout, vous voyez. Et c'est cette vieille recette qui est extrêmement perverse. Et c'est ce qu'a fait la communauté juive en disant qu'être antisioniste, c'est être antisémite. Alors que l'antisémitisme vise une religion, je veux dire, la nature de ce que vous êtes, l'antisionisme, lui, s'oppose à une position politique, car le sionisme est une idéologie politique. Donc, pour moi, il y a une énorme différence entre être antisémite et être antisioniste. D'ailleurs, il existe aussi des sionistes chrétiens. Je veux dire, Joe Biden disait qu'il était un sioniste chrétien, et il y en a beaucoup d'autres dans l'establishment américain qui se sont déclarés sionistes chrétiens. C'est donc bien la preuve que l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Mais le problème, c'est que la communauté juive a essayé de créer cette confusion afin de pouvoir condamner toute... Peut-on dire que le sionisme est une combinaison de nationalisme et de racisme? C'est certainement une forme de nationalisme. Le sionisme est un mouvement extrêmement complexe, si vous voulez. Il y a tellement de facettes. J'ai ici, vous voyez, ceci est un tract, il est en français, c'est un tract du mouvement sioniste. C'est la faction qui a mené à la faction de Benjamin Netanyahou, du Likoud d'ailleurs. Et vous voyez, au passage, la carte qui est représentée ici, c'est Israël et la Transjordanie. Il s'agit d'une faction du mouvement sioniste qui était autrefois dirigée par M. Jabotinsky à la fin des années 1920, appelée les sionistes révisionnistes. Ceux-ci étaient favorables à la révision de la décision britannique de donner la Transjordanie à la tribu et au royaume hachémite. Il est finalement devenu le royaume hachémite de Jordanie. Et afin de pousser les Britanniques à réviser ce don et cette décision, Jabotinsky a créé cette idée de révisionnisme. Mais le sionisme est essentiellement un mouvement nationaliste. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de l'occupation d'Israël, c'est aussi un mouvement qui a pris naissance en Europe. Il n'est pas né au Moyen-Orient. Et Jabotinsky, comme la plupart des gens, je veux dire, probablement la plupart des Israéliens en Israël, n'ont absolument aucun lien avec le Moyen-Orient. C'est pourquoi la recherche sur l'ADN en Israël est extrêmement sensible. Car si vous essayez de retracer l'ADN, vous trouverez autre chose que des racines au Moyen-Orient, malgré ce que la plupart disent à propos des 2000 ans et tout cela. Ceci est la Bible, mais ce n'est pas de là que viennent réellement les sionistes d'Europe. Et il faut lire les livres de Shlomo Sand, qui est un historien juif. Il est professeur à l'université de Tel Aviv, si je ne me trompe pas. Il a mené des recherches approfondies sur le sujet et a démontré qu'en réalité, ceux qui sont véritablement originaires de la région sont en fait les Palestiniens. Ce sont eux qui ont le plus de liens avec la région. Les Israéliens, surtout ceux que nous voyons, sont tous d'Europe de l'Est, je veux dire, d'Europe centrale. Ils viennent de la région de la Pologne et de l'Ukraine. Central European, they come from the area of Poland and Ukraine. And that's also very interesting because you see Et c'est aussi très intéressant parce que lorsque vous comparez les deux conflits, vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs entre eux, car le comportement et la mentalité sont très similaires. Et c'est une mentalité, notons-le bien, qu'en Ukraine, il y a toujours ce genre d'ambiguïté entre, appelons-les, ultra-nationalistes, pour rester poli et éviter tout problème avec YouTube, et les Juifs. Lorsque les Russes parlaient de néo-nazis et tout cela,
Les gens disaient « Non, non, ce n'est pas possible parce que Zelensky est juif ». Mais il y a néanmoins ce genre d'ambiguïté. Et nous voyons maintenant en Israël que le comportement est très similaire. Ils n'avaient donc peut-être pas exactement les mêmes idéologies que celles que vous aviez en Allemagne dans les années 30. D'ailleurs, dans les années 30, même en Allemagne, il est très important de faire la distinction entre les sionistes et les juifs. Les sionistes en Allemagne, au début des années 30, étaient favorables au nouveau parti arrivé au pouvoir en 1933, car la politique de ce parti était précisément d'expulser tous les juifs. Et c'était le même objectif que celui des sionistes, puisqu'ils voulaient occuper la Palestine. Or, à cette époque, la Palestine était occupée par les Britanniques, qui étaient les concurrents, ou si l'on peut dire ainsi, les ennemis de l'Allemagne. Pour résumer, il y a donc eu beaucoup, disons, de coopération entre les sionistes et le pouvoir en Allemagne. Maintenant, il y avait aussi en Allemagne des juifs qu'on appelait assimilationnistes. Il y avait donc des personnes qui souhaitaient rester assimilées à la population allemande et elles s'opposaient aux sionistes. En fait, nous avons aussi des exemples où les sionistes combattaient d'autres juifs. Je veux dire, il y a le cas du ghetto de Varsovie, par exemple, où des factions sionistes se sont battues aux côtés des Allemands contre des Juifs dans le ghetto de Varsovie. Il existe donc de nombreux exemples de ce type. Il s'agit d'une relation extrêmement complexe entre sionistes et Juifs, et pour éviter toute discussion à ce sujet, car c'est un sujet que même les Juifs en Israël considèrent comme tabou, personne ne veut en parler, parce que c'est évidemment extrêmement sensible, car cela détruirait tout le récit national, si l'on peut dire. Et pour cette raison, le mot antisémite est également utilisé pour définir ceux qui sont antisionistes. Il y a donc toujours cette idée. Le problème avec cela, c'est que, en utilisant ce genre de confusion, on rend tous les Juifs, d'une certaine manière, responsables de ce que fait le gouvernement israélien. Et ce n'est pas juste, car il y a beaucoup de Juifs qui s'y opposent, surtout dans nos pays. Ils s'opposent à la politique du gouvernement israélien. Mais lorsque l'on commence à qualifier toute opposition à Netanyahou ou à ce que fait Israël d'antisémite, alors on met tous les Juifs dans le même groupe. Et par conséquent, on rend les Juifs honnêtes, responsables ou porteurs d'une responsabilité fondamentale de ce qui se passe en Israël. Et c'est quelque chose de très étrange, mais c'est une façon d'éviter la discussion sur Israël. Nous devons constater que la plupart des Juifs en France, enfin pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux, sont d'origine polonaise. Ce sont des Juifs qui ont émigré juste avant ou juste après la guerre, et beaucoup portent des noms polonais ou même russes. La plupart d'entre eux sont extrêmement sionistes. Ce que l'on retrouve dans les médias en France est extrêmement pro-sioniste, et donc ils n'ont aucun problème à se cacher derrière les Juifs honnêtes, si l'on peut dire. Si je peux faire la distinction entre Juifs honnêtes et sionistes, si vous me permettez cette distinction, juste à des fins d'explication. Il y a donc une situation perverse, surtout en France, car comme je l'ai dit précédemment, il existe une communauté islamique très importante, et les Juifs eux-mêmes ont créé une confusion qui en fait engendre davantage d'antisémitisme, car tout est alors étiqueté comme antisémite. Et les autres disent, eh bien, c'est pareil. Puisque les Juifs eux-mêmes disent qu'être juif, c'est la même chose qu'être sioniste, alors nous. Mais l'idée, vous savez, si vous regardez dans l'histoire, vous verriez qu'en fait, seuls les chrétiens ont créé des problèmes. Pendant des siècles, Juifs et musulmans ont parfaitement bien vécu ensemble tout autour de la Méditerranée. En Iran, par exemple, qui est d'ailleurs un cas d'école, où ces deux communautés vivaient paisiblement ensemble. Et il y a, et je crois qu'on l'a mentionné sur votre chaîne,
Il y a même des soldats juifs qui servent dans l'armée iranienne, ce qui est assez unique car cela n'existe pas dans les pays arabes. Mais cela montre que musulmans et juifs ont toujours vécu très paisiblement là où ils étaient ensemble. Quand vous introduisez un chrétien dans cette équation, cela commence à poser problème. Les chrétiens ont eu des problèmes avec les musulmans et ils ont des problèmes avec les juifs. Et maintenant nous avons des juifs européens au Moyen-Orient et ce sont eux le problème. Parce que ceux qui sont en Israël sont totalement différents de ceux qui vivaient, grandissaient et avaient leurs racines dans le reste du Moyen-Orient. Donc ce sont les Européens qui posent problème. Et il y a cette idée d'une sorte de supériorité, probablement que les Israéliens venant d'Europe centrale combinent probablement le pire de deux mondes. Vous voyez, je veux dire, quand on voit ce qui se passe, c'est clairement le pire de deux mondes. Et beaucoup de gens en Europe, parce qu'on avait l'habitude de dire que nous faisions partie de la même civilisation judéo-chrétienne, mais il y a de plus en plus de chercheurs qui disent que, finalement, la civilisation judéo-chrétienne n'existe pas. Il n'existe pas de civilisation judéo-chrétienne. Et pour être honnête, je ne ressens aucune valeur commune avec ceux qui sont aujourd'hui en Israël. Je me sens plus proche de ce que l'on appelle la société helléno-chrétienne, qui vient des Grecs, une combinaison de la civilisation grecque qui a influencé la civilisation romaine, et plus tard, bien sûr, la civilisation européenne dans son ensemble. Dire une civilisation helléno-chrétienne est donc probablement plus exact pour définir la manière dont les Européens chrétiens comprennent et voient le monde, ce que les Allemands appellent la Weltanschauung. Cela signifie que la façon de comprendre le monde est probablement plus proche de cela, plutôt que de l'idée artificielle, qui est d'ailleurs assez récente, de civilisation judéo-chrétienne. Et j'aurais pu accepter cela tant que je ne voyais pas ce qui se passe en Israël. Et là-bas, je vois que je n'ai absolument aucun terrain d'entente avec ces gens. Absolument pas. Et je pense que beaucoup de personnes commencent à penser de cette façon. Mais bien sûr, le problème avec cela, le problème sous-jacent, c'est que cela crée un fossé plus grand ou élargit le fossé entre les communautés religieuses, qui est quelque chose, quand j'étais jeune, dont personne ne se souciait. Je veux dire, j'ai grandi avec l'idée que nous devrions avoir, enfin, je suis né bien après la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré tout, la culture familiale, l'éducation que j'ai reçue, c'était d'avoir de la compassion pour les Juifs. Et nous devrions nous abstenir de faire des distinctions entre les religions et que tout le monde est égal. Ils ont simplement des façons de penser différentes. Et je veux dire, tu sais tout cela. Donc cette idée de véritable égalité, j'ai été élevé ainsi et j'ai vécu ma vie en essayant de la voir de cette façon. Mais aujourd'hui, pour être honnête, je remets tout cela en question parce que je me demande, avions-nous la bonne vision? Avions-nous vraiment compris les choses telles qu'elles étaient? Ou mon éducation était-elle basée sur un monde idéal, alors que le monde réel est celui que nous voyons aujourd'hui? Je pense donc que c'est une question très importante qu'il faudrait probablement soulever. Et les Israéliens devraient sans doute y réfléchir. Car je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, et quand on entend exactement ce que j'ai dit auparavant, à savoir que la vie d'un bébé palestinien est considérée comme inférieure à celle d'un bébé israélien, dans quel monde vivons-nous, voyez-vous? Et je pense que cela va certainement influencer la perception des Israéliens, mais aussi probablement celle des Juifs en général, car nous avons tendance à créer cette confusion entre ce qui est juif, ce qui est religieux et ce qui est politique. À cause de cela, il y aura probablement une augmentation de l'antisémitisme pendant très longtemps.
Et c'est intéressant, car l'ambassadeur des États-Unis en France vient d'écrire une lettre à Emmanuel Macron il y a quelques jours pour critiquer la politique française en disant qu'ils favorisent l'antisémitisme ou qu'ils n'en font pas assez pour le combattre. C'est ironique. Je veux dire, la politique menée par le gouvernement français favorise probablement, en fait, l'antisémitisme, mais pas pour la même raison que celle avancée par les États-Unis, pas parce qu'elle empêche toute critique d'Israël. Je dirais que nous devrions permettre la critique d'Israël, non pas pour attaquer les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Et c'est aussi la différence entre critiquer quelqu'un pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. C'est une question fondamentale du droit international d'ailleurs, ou du droit en général. On peut condamner quelqu'un pour ce qu'il fait, mais pas pour ce qu'il est. La confusion que nous faisons entre juifs et sionistes crée justement cette confusion. Par conséquent, je pense que la plupart des gens sont contre les Israéliens à cause de ce qu'ils font et non à cause de ce qu'ils sont. Et comme nous avons tendance à tout mettre dans la même catégorie, en fait, en abordant mal le problème, et encore une fois, c'est toujours la même chose, parce qu'on ne comprend pas le problème, on apporte la mauvaise solution. C'est toujours comme ça. La façon dont vous comprenez le problème indique ou guide la manière dont vous le résolvez. Et c'est exactement le problème du gouvernement français. Ils ont voulu être conciliants envers les Juifs. Et donc ils ont accepté cette idée selon laquelle on peut fusionner sionisme, antisionisme, antisémitisme et tout cela. En conséquence, vous avez, je pense qu'un acte purement antisémite devrait être puni. Eh bien, l'antisionisme, cela dépend. Lorsqu'il est violent, il doit être puni. Bien sûr, nous parlons ici de quelque chose de rationnel. Mais lorsqu'il s'agit d'antisionisme, lorsqu'il s'agit de critiquer le sionisme ou la politique, ou même de manifester contre le sionisme, je pense que cela ne devrait pas être puni, car cela fait partie de la liberté politique et de la liberté de penser, et tout cela. Lorsque vous critiquez quelqu'un pour sa religion, c'est différent, car cela relève du racisme et tout ce qui s'ensuit, puisque vous commencez alors à critiquer les gens pour ce qu'ils sont. C'est la même chose avec la couleur de peau, voire la nationalité. Je veux dire, je suis suisse parce que je suis né suisse. Je n'ai jamais demandé à l'être, je suis content de l'être d'ailleurs. Mais, vous savez, si les gens disaient « Non, tu ne peux pas accéder à cela simplement parce que tu es suisse », ce serait du racisme. Et cela d'ailleurs nous ramène aux lois qui ont été adoptées en Ukraine le 1er juillet 2021, qui font une distinction entre les Russes ethniques. Je veux dire, les citoyens ukrainiens d'origine ethnique russe par rapport aux autres, qui ont une autre origine, n'ont pas les mêmes droits. Et ici encore, nous sommes exactement dans la même situation. C'est pourquoi, vous voyez, on peut dire que Zelensky est juif. Mais en réalité, les lois qui ont été adoptées en Ukraine sont similaires, pas exactement les mêmes mais similaires, à celles que les Allemands ont utilisées en 1945, qu'on appelait les lois de Nuremberg, qui faisaient une distinction entre les citoyens allemands d'origine juive et les citoyens allemands d'une autre origine. Et nous avons exactement la même chose, probablement avec quelques nuances et différences. Mais le fait est que l'on fait une distinction basée sur ce que vous êtes et non sur ce que vous faites. Et c'est la question fondamentale qui doit être abordée. Et c'est exactement le problème que vous avez en Israël. On peut qualifier les lois de racistes parce qu'elles font une distinction basée sur ce que vous êtes et non sur ce que vous faites. Et c'était exactement la même chose en Ukraine. En fait, si l'on étudie les deux conflits, on constate que la situation est très similaire. Les Palestiniens, en réalité, se battent pour protéger leur population, le peuple palestinien,
contre une occupation et les Russes ont attaqué l'Ukraine en février 2022 pour protéger la population russe d'Ukraine. Cela a été rappelé par Sergueï Lavrov il y a seulement quelques jours, ce qui signifie que nous avons ici une similitude. Les Russes d'un côté, les Palestiniens de l'autre, tous deux luttant pour protéger une population contre une autre population qui tente d'exercer un pouvoir violent sur une minorité. C'est là que réside cette similitude. Et cela revient à un point que je voulais évoquer ici, car il s'agit de la responsabilité de protéger. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est un principe des Nations Unies adopté en 2005, fondé sur la triste expérience du génocide rwandais. Il confère aux États la responsabilité de protéger la population civile. Ainsi, chaque État a la responsabilité de protéger sa propre population. C'est le premier pilier de la R2P, ou responsabilité de protéger. Le deuxième pilier est que la communauté internationale a une responsabilité politique d'aider les qui rencontrent un problème à le résoudre et à protéger la minorité placée sous sa responsabilité. Et le troisième pilier de cette responsabilité de protéger est que si l'État n'est pas en mesure de protéger sa propre population, et si la communauté internationale, comme dans le cas des résolutions de l'ONU visant à protéger les Palestiniens et les territoires occupés en Palestine, n'est pas capable d'assurer la protection des civils, alors il existe un droit d'intervention. Ainsi, sur la base de ce principe, la communauté internationale pourrait intervenir en Israël en essayant d'influencer la politique israélienne envers les Palestiniens. Et en fait, si l'on y réfléchit, seuls les Houthis le font, car ils ont déclaré qu'ils combattraient et imposeraient une sorte de blocus, notamment en mer Rouge, contre Israël et bombarderaient Israël tant qu'ils n'accepteraient pas un cessez-le-feu avec les Palestiniens. Et cela, en fait, est probablement le seul pays au monde, à l'exception possible. Je veux dire, le Hezbollah n'est pas un pays, mais probablement que le Hezbollah entre aussi dans cette catégorie. Mais c'est le seul pays qui a réellement assumé la responsabilité de faire respecter le principe de la responsabilité de protéger avec ses propres moyens, avec ce qu'il avait à disposition et ce qu'il estimait pouvoir faire. Néanmoins, c'est le seul cas. Aucun autre pays n'a même essayé de faire pression sur l'État d'Israël pour empêcher des massacres, pour empêcher des violations des droits humains ou des violations du droit international humanitaire. Je veux dire, pas l'art de la guerre, mais le droit de la guerre, pardon, à Gaza. Et c'est intéressant parce que même mon pays, qui est l'État dépositaire de la Convention de Genève, a appliqué quelque chose comme plus de 3500 sanctions contre la Russie. La Suisse est le deuxième État à avoir imposé le plus de sanctions contre la Russie d'ailleurs. C'est intéressant, même avant le Canada. Donc depuis février 2022, la Suisse a appliqué tellement de sanctions contre la Russie, mais aucune contre Israël. Cela montre donc, malheureusement, que mon pays est un État raciste parce qu'il accepte qu'il y ait une différence de traitement entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Palestine. Colonel, en ce qui concerne le conflit en Ukraine, nous voyons que les Ukrainiens utilisent des drones pour attaquer l'une des raffineries de pétrole les plus importantes de Russie. Et nous avons eu le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui a déclaré que les États-Unis ne croient pas que le conflit en Ukraine sera résolu du jour au lendemain. Mais il espère que la paix sera atteinte au plus tard dans 6 mois. Croyez-vous au calendrier dont il parle, c'est 6 mois. Donald Trump est arrivé. Il a été élu en nous disant qu'il mettrait fin au conflit en 24 heures. Et il a été au pouvoir plus de 6 mois. Rien ne s'est encore passé.
Disons, d'accord, je veux être juste envers Trump et je dirais que les 24 heures sont probablement juste un exercice rhétorique et on peut l'accepter. Quoi qu'il en soit, il a fallu 6 mois à Trump pour comprendre quelle était la position russe. Parce qu'en réalité, ce que nous avons vu en Alaska il y a seulement 10 jours concernait justement la compréhension de la position russe, même si cette position avait été explicitement énoncée le 14 juin 2024, c'est-à-dire il y a un an. Il a donc fallu 6 mois à l'administration américaine pour comprendre quelque chose qui avait été dit clairement et qui n'a pas changé d'un millimètre. Alors, peut-on supposer qu'ils peuvent résoudre des problèmes complexes en 6 mois? J'en doute. De toute façon, je ne sais pas. Est-ce que cela a un lien avec l'entêtement du gouvernement actuel à comprendre ce qui se passe? Parce que Donald Trump, d'une certaine manière, était conscient de ce qui se passait en Ukraine. Il en parlait déjà avant même d'être élu. Il nous montrait en quelque sorte des signes qu'il comprenait la situation. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, à mon avis. Non, la question est, le problème est, et c'était probablement le but, ou plutôt c'était le but de la réunion en Alaska. Connaître la position de Vladimir Poutine est une chose, mais comprendre quelles sont les marges de négociation, ce qu'ils sont prêts à accepter ou à concéder des deux côtés, c'est cela qui a probablement manqué. Mais le fait qu'il soit revenu encore et encore avec la proposition de Keith Kellogg, et qu'apparemment, après que Keith Kellogg ait été remplacé par Steve Witkoff, ils aient proposé des idées très similaires, il n'y a apparemment pas eu beaucoup de changements. Donc ça signifie qu'ils n'ont même pas compris la position de base des Russes. Et c'est probablement pour cette raison que Trump avait besoin d'une discussion en face à face avec Vladimir Poutine, afin de comprendre de première main quelle est la position russe, pour savoir ce que les Russes sont prêts à concéder ou non. Le fait est que, plus le conflit avance, moins les Russes sont enclins à céder quelque chose ou à faire des concessions, car ce n'est pas dans leur intérêt. C'est certainement un aspect. Donc, je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir, et je ne sais pas si cela prendra 6 mois. À mon avis, ça prendra probablement plus de temps. Mais qui sait? Ce qui compte, c'est que nous avons progressé. Il faut l'accepter et le reconnaître. Car ce qui a changé, et je pense que c'est un changement très important, c'est que nous parlons aux Russes. Et c'est probablement ce genre d'instinct de Donald Trump, de comprendre, probablement parce que c'est sa façon de faire des affaires, je ne sais pas. Mais il comprend que pour comprendre quelqu'un, il faut parler directement aux gens et ressentir ce qu'ils sont. Et c'est déjà quelque chose. Je veux dire, ils ont repris des relations diplomatiques. Ils ont ouvert de nouveaux canaux de communication. Donc il y a eu cette avancée. Et probablement que ce premier pas, que les Européens n'ont pas réussi à faire, a été rendu possible par l'administration Trump, ce qui est une avancée énorme. C'était probablement le plus difficile, parce qu'une fois que vous avez compris que vous pouvez dialoguer, alors beaucoup de choses deviennent possibles. Et nous avons progressé dans le sens où, aujourd'hui, plus personne ne parle d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est exclu. Tout le monde comprend que d'une manière ou d'une autre, l'Ukraine devra accepter la perte de territoire. Je pense que c'est aussi un point important. Donc il y a plusieurs éléments qui évoluent. Et il y a aussi la question du cessez-le-feu, que l'Ukraine voulait absolument, tout comme les Européens. Mais lors de l'exercice de table ronde qui s'est tenu à la Maison-Blanche la semaine dernière, lorsque cette question du cessez-le-feu a été soulevée par Friedrich Merz et d'autres, Trump l'a rejetée. Il a dit, eh bien, je pense que la meilleure solution est d'aller directement vers un processus de paix
plutôt qu'un cessez-le-feu qui ne fonctionne pas. Cela signifie qu'en réalité, beaucoup de choses ont été faites, du moins sur le plan intellectuel, au plus haut niveau aux États-Unis. Et puisque l'Ukraine est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, et que l'on constate que les Européens n'ont fondamentalement ni les ressources, ni les moyens, ni l'imagination, ni l'initiative pour contrer ce que Donald Trump propose ou fait, on peut supposer que nous sommes sur la bonne voie. Cependant, il est évident qu'il reste beaucoup à faire une fois que l'on a accepté le principe de céder du territoire. De nombreuses questions en découlent. Évidemment, je ne parle même pas de l'endroit où passe la ligne de démarcation. Je veux dire qu'il s'agisse d'une ligne de front, de la ligne de contact ou des frontières administratives des 4 régions, tout ça doit être clarifié. Mais il y a d'autres questions comme la reconnaissance de cela de facto, de jure, etc. Donc, il reste beaucoup à faire ici. Et puisque nous ne parlons pas d'une adhésion à l'OTAN, il doit y avoir quelque chose qui satisfasse les Ukrainiens à la place. Par conséquent, la question des garanties de sécurité et tout ce qui s'y rapporte se pose. Je pense que c'est probablement l'un des problèmes les plus mal compris de toute l'histoire, car ces garanties de sécurité sont perçues par les Européens comme une sorte d'alternative à l'OTAN. Et ce n'est certainement pas ainsi que les Russes le comprennent. Et pour mieux illustrer mon propos, ou le rendre plus clair, j'expliquerai que lorsque la Suisse est devenue neutre en 1815, c'était juste après l'effondrement de l'Empire français. La petite Suisse, au cœur de l'Europe, souhaitait être neutre, et les grandes puissances qui l'entouraient à l'époque, la Prusse, l'Allemagne, les Britanniques et la Russie étant un acteur important, ont décidé, parce qu'elles y voyaient un intérêt, d'avoir un État neutre à cet emplacement précis en Europe. La Suisse est le centre de l'Europe, un point de jonction en Europe, et donc toutes ces puissances ont compris leur propre intérêt à avoir un État neutre à cet endroit, et elles se sont unies pour garantir le statut de neutralité de la Suisse. The status of neutrality of Switzerland. And I say that because Et je dis cela parce qu'en 1955, l'Autriche, qui était un pays occupé comme l'Allemagne, avait des forces d'occupation des 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les Français, les Britanniques, les Américains et les Russes. Et Vienne elle-même était divisée en différentes zones d'occupation. En 1955, il a été décidé d'accorder l'indépendance à l'Autriche. J'ai trouvé un document de la CIA très intéressant, rédigé en avril 1955, qui suggère pour l'Autriche la même recette que celle utilisée pour la Suisse un siècle et demi auparavant. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour l'Autriche. Les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sont devenus les garants des garanties de sécurité pour l'Autriche. Et pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce qu'en 1994, lorsqu'il s'agissait pour l'Ukraine de restituer à la Russie les armes nucléaires qu'elle avait sur son territoire, qui étaient d'ailleurs des Russes. ils étaient russes. Il y a d'ailleurs eu un problème à ce sujet. Oui, ils étaient soviétiques, bien sûr. Mais ensuite, il y a eu un problème de propriété. Et c'est une question qui, entre 1991 et 1994, a été beaucoup débattue à propos de qui en était réellement propriétaire. Même si les Ukrainiens n'avaient pas les capacités ou compétences techniques pour utiliser ces armes. Ils n'avaient pas les capacités de maintenance, ils n'avaient pas les capacités de commandement et de contrôle, ils n'avaient pas les systèmes de reconnaissance et de ciblage par satellite, et ainsi de suite. Néanmoins, la question de la propriété restait en discussion. Malgré tout, l'Ukraine a accepté, sous la pression des États-Unis d'ailleurs, de remettre ses armes à la Russie, car la Russie était le signataire du traité de non-prolifération.
Russia was the signatory of the Non-Proliferation Treaty, and in that capacity, Et à ce titre, les États-Unis considéraient que la Russie, en tant que successeur de l'Union soviétique, avait la responsabilité de la liquidation de ses armes, et ainsi de suite. Par conséquent, les États-Unis ont exercé des pressions sur l'Ukraine pour qu'elle restitue ses armes à la Russie. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine souhaitait obtenir certaines garanties. Et lors de la rédaction des différentes garanties en échange des armes nucléaires, l'Ukraine s'est inspirée du modèle de ce qui s'est passé en Autriche en 1955. C'est-à-dire le même modèle que celui utilisé pour la Suisse en 1815. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir des garants provenant d'un seul camp, elle voulait des garants de toutes les parties. Et en mars 2022, lorsque l'Ukraine, où Zelensky a demandé aux Russes de conclure un accord, de parvenir à un accord de paix, d'ailleurs, pour résoudre le conflit, dans le projet que les Ukrainiens ont soumis aux Russes, ils ont utilisé exactement la même idée, avoir des garants venant de tous les côtés, avec l'idée que s'il y a un problème concernant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tous les garants devraient s'asseoir ensemble et résoudre le problème, d'abord politiquement et si nécessaire par la force. Mais ils devaient s'asseoir et le faire ensemble. Et je pense que c'était une proposition très sage de la part des Ukrainiens à l'époque. Et je pense que les Russes étaient très satisfaits de cette solution. Et c'est ce que les Russes aimeraient avoir aujourd'hui. Le problème, c'est que vous avez des gens comme Emmanuel Macron ou Friedrich Maynard. Ils même précisément comprennent pas cela, parce qu'ils ne comprennent pas la mentalité. L'Ukraine a utilisé à 2 reprises le modèle qui avait en fait été élaboré en 1815 pour la Suisse. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron voit toujours la relation en termes d'équilibre des forces. C'est ça le problème. Par conséquent, il propose toujours d'envoyer des troupes et des choses de ce genre, et c'est très conflictuel. L'idée des Russes, et dans le projet qui a finalement été abandonné à cause de l'intervention de Boris Johnson, des Français et des Allemands d'ailleurs, en avril 2022, cette idée d'avoir un groupe de garants venant de tous les côtés correspond exactement à l'idée russe, et je dirais même soviétique, de la sécurité par la coopération, plutôt que par la confrontation. Je pense que c'est un concept très intéressant, et d'ailleurs nous l'avons mentionné. In fact, we mentioned that. I think I have mentioned that on your channel. I don't remember. Probably I did. Je crois avoir mentionné cela sur votre chaîne. Je ne me souviens plus. Probablement que oui. Quoi qu'il en soit, au début des années 1970, les Soviétiques ont tenté de créer un système qui permettrait ce type de relation entre l'Est et l'Ouest. Et ce système a évolué pour devenir la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui est aujourd'hui devenue l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais vous voyez les deux mots, sécurité et coopération. Et cela a été créé à l'initiative des Soviétiques à la fin des années 1960, au début des années 1970. Et je pense que c'est l'idée des Russes que l'architecture de sécurité en Europe ne peut pas aller de pair avec un système de confrontation comme celui que nous avions pendant la guerre froide. A confrontation system as we had during the Cold War. That means the Warsaw Pact on one side and the NATO on the other side. Cela signifie le pacte de Varsovie d'un côté et l'OTAN de l'autre, les deux se surveillant mutuellement et se battant si cela devait arriver. L'idée était, puisque le pacte de Varsovie a été dissous en 1991, de créer une organisation beaucoup plus large, probablement basée sur l'OSCE d'ailleurs, qui inclurait tout le monde, disons, travaillant ensemble. D'où toute l'idée de l'indivisibilité de la sécurité que les Russes ont mentionnée à de nombreuses reprises et qui figure dans de nombreux traités internationaux, y compris la déclaration d'Astana de 2010, qui stipule que l'on ne peut pas assurer sa propre sécurité au détriment de celle de son voisin. And that means that
Et ça signifie que c'est une idée qui favorise de bonnes relations avec ses voisins, la sécurité par la coopération plutôt que par la confrontation. Et je pense que c'est toujours ce que les Russes avaient en tête. Je vous ai dit qu'au début des années 90, la Suisse envisageait l'idée de rejoindre le partenariat pour la paix. Je faisais partie d'une délégation chargée d'analyser la perception de la participation de la Suisse au partenariat pour la paix de l'OTAN, car nous tenions beaucoup à préserver notre image de neutralité, quelque chose que nous avons perdu depuis, mais c'est une autre histoire. Something we have lost since then, but this is another story. In any case, at that time, we were very keen to keep this image of neutrality. En tout cas, à cette époque, nous tenions beaucoup à préserver cette image de neutralité. Et c'est pourquoi nous avons examiné, avec plusieurs partenaires et acteurs, comment ils percevraient la neutralité suisse si nous devions rejoindre le partenariat pour la paix. Nous sommes allés à Washington, D.C., à Bruxelles, auprès de l'OTAN et de l'UPR, et nous nous sommes également rendus auprès du Haut Commandement russe et du ministère de la Défense, y compris les services de renseignement, mais surtout le Haut Commandement russe. Nous avons eu à cette époque des discussions très intéressantes avec le plus haut niveau du commandement russe. Ils évoquaient cette idée de sécurité par la coopération, parce qu'ils avaient compris que l'OTAN était dépassée. Cela n'était plus utile, car ce n'était pas structuré pour le nouveau type de problème que nous avions en Europe à cette époque. La Russie était complètement en chaos. Elle essayait de se reconstruire sur de nouveaux principes et tout cela. Bien sûr, la Russie était très intéressée par le développement d'une relation constructive avec l'Occident. Et c'était probablement la même chose dans tous les autres pays d'Europe de l'Est. Par conséquent, il y avait un besoin de coopération élargie. À cette époque, il n'y avait pas non plus besoin, disons, d'affrontements militaires, car nous comprenions que la guerre froide était derrière nous, qu'elle n'avait mené à rien et qu'il n'y avait aucune raison de se battre. Ainsi, cette idée de sécurité par la coopération était déjà évoquée à ce moment-là. Et je pense que ce que nous avons aujourd'hui en termes de garantie de sécurité, ou ce que nous pourrions avoir comme garantie de sécurité pour l'Ukraine, pourrait être construit autour de cette idée et basé sur ce que les Ukrainiens eux-mêmes ont proposé en 2022. À titre personnel, je pense que ce serait une bonne idée. Mais le problème, c'est que les gens en Europe ont tendance à confondre garantie de sécurité avec l'OTAN ou avec le maintien de la paix, ce qui est quelque chose d'un peu différent. D'ailleurs, si vous voulez avoir des casques bleus en Ukraine, ça peut être n'importe qui sauf des pays européens, car les Européens font partie du conflit. Et un casque bleu, par définition, et je vous rappelle simplement que j'étais chef de la politique et de la doctrine des opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York. Et la question du maintien de la paix exige que l'on soit neutre, impartial et non soumis à une influence politique quelconque. En gros, je dirais que si l'on souhaite déployer des casques bleus en Ukraine, il ne s'agirait certainement pas de troupes françaises, britanniques ou allemandes. Cela pourrait être, par exemple, des troupes brésiliennes. Cela pourrait être des Pakistanais ou des Indiens. Ces pays sont très désireux de fournir des forces de maintien de la paix partout dans le monde, et ils pourraient venir de ces pays qui disposent d'armées très compétentes, très capables, et qui ont aussi de l'expérience dans le maintien de la paix. Ce serait donc la solution, mais ce n'est pas la vision des Français. Ils ont encore cette idée de déployer des troupes en Ukraine et ce genre de choses. Cela montre que l'Occident, et surtout l'Europe, n'a absolument pas, non seulement pas de stratégie, mais même pas une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Les Russes, au contraire, semblent avoir une idée très précise de ce qui pourrait être accompli. Ils semblent avoir étudié différentes options de manière très approfondie.
c'est beaucoup plus réfléchi. Les Américains veulent atteindre un objectif, mais ils n'ont pas de stratégie pour y parvenir. Et comme je l'ai dit auparavant, nous sommes un pas plus loin parce que Trump voulait ouvrir la porte aux Russes. Et je pense que c'est une bonne initiative. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucune idée de la manière d'avancer. Il a simplement ouvert la porte et maintenant il ne sait pas quoi faire. C'est le problème de l'administration Trump. Les Européens, c'est pire, parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir la porte. La porte est ouverte, ils n'en voulaient pas, et maintenant ils ne savent pas quoi faire. Et ils proposent de revenir avec l'ancienne recette, envoyer des troupes quelque part. Et c'est tout. Mais il n'y a absolument aucune idée, aucun concept, aucune initiative, aucune créativité. Il n'y a aucune imagination dans la façon dont ils peuvent envisager ce que cela pourrait être et ce que cela pourrait représenter comme opportunité pour tout le monde. Car évidemment, continuer la guerre n'est une opportunité pour personne, sauf peut-être pour les Russes. C'est seulement une opportunité pour eux, mais certainement pas pour les Ukrainiens, et certainement pas pour l'Europe. Et je pense que c'est quelque chose que les Américains ont compris, car c'est la raison pour laquelle Trump veut se retirer. Je veux dire, vous comprenez, les États-Unis ont maintenant combien? 37 000 milliards de dollars de dette. Et ils paient en intérêt 1 200 milliards de dollars. 1 200 milliards de dollars par an, rien que pour les intérêts, ce qui signifie évidemment qu'ils n'ont pas d'argent à consacrer à un conflit qui ne mènera nulle part. C'est donc pour cela qu'ils veulent en sortir. Et ils comprennent qu'il n'y a absolument aucune opportunité à poursuivre ce conflit. Quant aux Européens, ils n'ont pas supporté le coup de la guerre. Donc pour eux, les Européens, ils voulaient que les Américains se battent pour eux, que les Ukrainiens se battent pour eux, mais eux ne font rien. Ils se sont contentés de vider leurs vieux stocks et d'envoyer du matériel qui n'était même pas fonctionnel. Ils l'ont envoyé en Ukraine. Mais ils n'ont jamais voulu s'engager directement dans le conflit. Et maintenant, ils vont commencer à comprendre ce que cela coûte et les conséquences de mener une guerre puisque les Américains ne veulent plus le faire. Et avec cet engagement de Zelensky d'acheter pour 100 milliards de dollars d'armes américaines, bien sûr avec l'argent européen, les Européens vont commencer à comprendre que faire la guerre a un prix. Et cela pourrait probablement changer leur point de vue. Encore une fois, je ne sais pas, mais c'est probablement ce que nous allons voir. Par conséquent, je ne sais pas si cela va durer 6 mois ou plus, mais il est certain que les Européens vont commencer à comprendre que si les Américains ne sont plus là pour financer la guerre, ce sera à eux de le faire. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à le faire, pour être honnête. Par conséquent, cela pourrait contribuer à accélérer le mouvement vers la paix. Encore une fois, une partie du chemin a déjà été parcourue en acceptant l'idée qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, en acceptant l'idée que l'Ukraine devra céder une partie de son territoire, et ainsi de suite. Un certain travail a déjà été accompli. Maintenant, les Européens doivent simplement comprendre que si les Américains se retirent, ils seront les seuls responsables de cette situation. Et il serait probablement judicieux de saisir cette opportunité et de parvenir d'une manière ou d'une autre à la paix. Oui, merci beaucoup Carmel d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.